Bonjour à toutes et à tous, on va démarrer. Alors j'ai l'honneur d'animer cette table ronde qui s'intitule « Construction politique et institutionnelle des stigmatisations sociales en France, regard historique, constat actuel et moyens pour les combattre », dans le cadre de cette 9e édition de la Journée scientifique de Médecins du Monde qui a très bien démarré ce matin. Mon nom est Jean-François Corti, je suis médecin et vice-président de l'association Médecins du Monde. Tout d'abord, je voudrais réitérer un immense merci aux équipes des directions de la communication et de la santé publique de Médecins du Monde qui ont, comme toujours, organisé cet événement d'une main de maître. Merci aussi à l'équipe de l'Auditorium du Monde qui nous accueille dans des conditions idéales. Merci à la Fondation aussi, qui est partenaire de Médecins du Monde, la Fondation Médecins du Monde. Un immense merci d'emblée aux intervenantes et intervenants aujourd'hui qui sont présents. C'est vraiment une chance et un honneur de vous avoir aujourd'hui avec nous pour partager vos expertises et votre savoir. Merci aussi à vous qui êtes toujours aussi nombreuses et nombreux, que ce soit en présentiel ou à distance, en visio. On sait que vous êtes très nombreux en visio et on prendra aussi des questions évidemment à la fin des interventions. Pour entrer dans le vif du sujet, nous, acteurs de terrain dans le champ des injustices sanitaires, sociales et environnementales en France, nous observons depuis pas mal d'années un détricotage progressif des filets sociaux et une remise en question de la solidarité au sein des politiques publiques. De fait, on observe une accentuation des inégalités accompagnée de son lot de stigmatisation des populations précaires et des populations qui sont aussi précarisées par un système. Le dernier projet de loi immigration a d'ailleurs à nouveau donné lieu à une hystérisation du débat politique où la figure du migrant bouc émissaire de nos maux, de notre société, s'est à nouveau affichée. Alors comment expliquer cette mise au banc de populations précaires, exilées, usagers de drogue, travailleuses et travailleurs du sexe, entre autres, alors qu'il est documenté dans le champ de la santé publique notamment que plus l'écart de santé et plus les inégalités sont importantes, plus l'état global d'une société sera mauvais. Comment expliquer ces tensions régulières entre enjeux sécuritaires et enjeux de santé publique qui s'expriment souvent aux dépens de ces derniers ? Alors en convoquant l'histoire sur la représentation des figures de la précarité, en interrogeant leur rapport avec le pouvoir politique et le lien que celui-ci entretient avec le travail des chercheurs et donc avec le savoir en tant que tel, il s'agira au fond d'interroger notre capacité à défendre un projet de société où les politiques publiques se fondent sur les droits de l'homme et où chacun, association, usager, État-providence, trouve sa place dans un consensus démocratique. Alors pour en parler, avec nous, on a un panel de très très haut niveau. On est très ému encore une fois, et moi je suis très ému de vous avoir avec nous. Cécile Rioux, merci d'être là. Vous êtes spécialisée en sociologie politique et vous êtes secrétaire générale adjointe de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH. Vous nous expliquerez entre autres c'est quoi cette institution et qu'est-ce qu'on y fait concrètement. Marie-Caroline Saglio-Yatimirski, merci beaucoup d'être là. Tu es anthropologue et psychologue clinicienne. C'est pas la première fois qu'on intervient ensemble et c'est toujours une chance d'être dans cet échange avec toi. Tu es directrice de l'Institut Convergence et Migration et tu es autrice de plusieurs ouvrages, notamment La voix de ceux qui crient aux éditions Albin Michel et un roman dernièrement, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, qui s'appelle Bombay notamment. Enfin, nous avons avec nous aussi monsieur Patrick Boucheron. Patrick, merci d'être là. C'est une chance pour nous de t'avoir. Tu es professeur au Collège de France sur la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e au 16e siècle. Tu es aussi l'auteur de nombreux ouvrages. Je vais en citer quelques-uns. Quand l'histoire fait date, Au Seuil, Un été avec Machiavel ou encore Histoire mondiale de la France. Enfin bref, il y en a pour tous les goûts et c'est toujours un plaisir de t'avoir aussi et de t'écouter dans tes réflexions. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Et encore une fois, c'est un honneur de vous avoir. En termes de méthode, chaque intervenant vont s'exprimer environ 15-20 minutes. Je leur poserai quelques questions. Et ensuite, nous aurons la possibilité d'échanger avec vous, avec les personnes aussi qui sont en visio. Et aussi, les intervenants pourront échanger entre eux directement.
Alors sans plus tarder, Patrick, on va commencer par toi. Je me tourne vers toi qui est historien, médiéviste. Que nous apprend l'histoire en fait sur ces fameuses figures stigmatisantes de la précarité qui font leur retour en fait de manière un peu désespérante au sein de nos sociétés. Tu m'évoquais lorsqu'on a préparé cette table ronde ces sortes de fantômes ou de récurrences archaïques qui sont là à nouveau dans nos sociétés. Qu'est-ce que nous apprend l'histoire de ces réalités ? Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Jean-François de l'invitation. Je suis très heureux et honoré aussi de pouvoir discuter avec vous. Je vais pas être trop long, et ce d'autant plus que c'est quand même pas une bonne nouvelle si l'opinion d'un historien qui plus est médiéviste dans le civil puisse apparaître d'une quelconque acuité pour saisir l'actualité d'aujourd'hui. C'est donc que quelque chose ne passe pas. Et ce quelque chose qui ne passe pas, effectivement, on peut avoir la tentation ou la faiblesse de l'appeler archaïsme ou fantôme ou spectre, enfin quelque chose qui revient et qui revient d'un passé très ancien. Je me souviens lorsque, par exemple, un historien de la sorcellerie comme Carlo Ginzburg retrouvait dans les procès politiques de son temps une sorte de familiarité avec son propre objet d'étude, qui est effectivement les procès de l'Inquisition, c'était pas bon signe non plus. Je préférerais être dépaysé dans le monde d'aujourd'hui par rapport à ma culture professionnelle de médiéviste. Et pourtant, c'est pas le cas. Alors pourquoi et comment ne pas désespérer? Parce qu'effectivement, on est amené à réfléchir à cette question de la stigmatisation des préjugés. Et c'est Stéphane Todorov, je crois, qui disait que rien n'est plus désespérant que l'histoire des préjugés. Parce que ça revient. Parce que ça revient d'une certaine manière toujours, ils reviennent égaux à eux-mêmes, et on a encore une fois la possibilité de dire, bah oui, c'est ce que faisait Carlo Ginzburg, c'est un vieux fond archaïque. Ça sert à ça d'ailleurs, la théorie du bouc émissaire. Quelque chose qui n'a jamais été vraiment anthropologiquement défini ou prouvé, mais qui au moins donne un visage à notre hantise, c'est-à-dire la certitude que, voilà, en cas de difficulté, on va toujours trouver quelqu'un de faible à qui imputer notre propre culpabilité. Non, la manière, effectivement, la bonne manière, la manière en sciences sociales de considérer les choses, c'est celle que le titre de notre rencontre suggère. Il s'agit bien de construction politique, institutionnelle, déstigmatisation, et ça serait trop facile de dire que nous avons des boucs émissaires parce que nous ne sommes pas assez modernes. Nous sommes très modernes. Les frontières, en tant qu'elles sont des machines à tuer, je ne dis pas que c'est une invention de la modernité, mais je dis que la modernité en a en a aggravé la létalité. Voilà. Et c'est en tant que nous sommes modernes que, effectivement, nous stigmatisons les étrangers. C'est là où, d'une certaine manière, mon rôle d'historien pourrait s'arrêter, ou en tout cas se modérer, s'atténuer, se discipliner. Je crois que les historiens et les historiennes doivent pas systématiquement ramener à un fond ancien et indistinct ce qui nous arrive de déplaisant, mais au contraire accuser l'écart entre hier et aujourd'hui. Il y a quelque chose de spécifiquement contemporain dans notre manière aujourd'hui de construire l'inhospitalité, parce que c'est de ça dont on parle. C'est au-delà des défauts et de la fatigue militante dont on parlera peut-être avec Marie-Caroline, c'est-à-dire de cette usure des énergies et des bonnes volontés. Il y a quelque chose de plus agressif, de plus cruel, qui est spécifiquement nous, qui est d'organiser politiquement et à une échelle dont on peut dire effectivement qu'elle est inusitée. Être historien ne prépare en rien à la compréhension de ce qui arrive aujourd'hui. On a pu le croire
dans les années 1980, lorsqu'on faisait l'histoire des pauvres et des marginaux dans un engagement politique. Je pense à des grandes figures historiographiques comme Bronisław Geremek, par exemple, qui était et historien des pauvres au Moyen-Âge et le militant de la paix et de la démocratie que l'on sait en Pologne. C'est un des fondateurs du syndicat Solidarność. On a pu croire effectivement que l'un allait aider l'autre, mais là, non, pardon, c'est pas comme historien que j'ai envie de répondre, mais plutôt comme citoyen, désolé du fait que, et ça aussi il faudra qu'on en parle, et tu le sais bien mieux que moi, on est dans une position tout à fait singulière où quelqu'un comme moi, enfin, voilà, on est sur le plan de la, je vais dire les choses un peu brutalement, on est choyé, on est fonctionnaire à vie. On n'est pas en Hongrie, hein, on ne nous embête pas. Hein. On va nous donner des crédits de recherche assez nombreux pour parler des migrations, pour parler des stigmatisations, etc. La contrepartie non dite, c'est que tout ce savoir de sciences sociales, on n'en tiendra aucun compte. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une rupture totale entre la décision politique et ce qui pourrait l'éclairer. Et je pense qu'on ressent ça aussi en sciences. Sur, voilà, sur les toxicologues, ben voilà, c'est ça. Sur les questions de phytosanitaire. Sur la science environnementale, on sait ce qu'on devrait faire, on est payé pour le documenter, et on nous sourit aimablement, mais on nous dit, avec franchise aujourd'hui, qu'on n'en tiendra pas compte. Et le chercheur est censé être neutre, c'est ça qu'on vous explique? Oui, alors, la question maintenant, c'est de savoir ce qu'on fait. Et là, je vais un petit peu au-delà de ma compétence directe. Ce qu'on fait, c'est ce que nous faisons ici. C'est-à-dire s'adresser directement à la société et à la société active. C'est-à-dire à vous toutes et tous qui agissez. Pour vous encourager, d'abord, et vous équiper, je dirais, du point de vue à la fois moral et politique. En règle, là encore, du point de vue de la fonction des intellectuels, on va dire, il y avait, vous le savez, deux grandes fonctions, la fonction organique et la fonction critique. Un philosophe comme Michel Foucault, qui considérait justement les questions que vous travaillez comme les questions critiques de notre temps. Il pensait que la crise des réfugiés était la question critique de notre temps. Non pas qu'il y en ait d'autres qui ne méritent pas notre attention ou notre considération, mais c'était sur celle-là, disait-il, autant des Broad People, autant effectivement, de toute façon, qu'il est contemporain quand même de l'institutionnalisation de la raison humanitaire, pour aller vite. Eh ben, on considère qu'à ce moment-là, c'est sur ce dossier-là que se joue ce qu'on dira de nous. Plus tard. C'est ce qu'on appelle un dossier critique. Et lui, sur ce dossier, il voulait être l'intellectuel critique de ce dossier critique. Il y avait des intellectuels organiques, c'est-à-dire des gens qui essayaient de s'approcher de l'oreille des puissants, et d'autres qui préféraient s'adresser directement à l'opinion publique, à l'intelligence collective. Voilà. Mais il faisait cela, c'était parce qu'il savait que d'autres faisaient différemment. Et il réussissait quand même tant bien que mal. Et moi, je me suis plutôt mis dans cette tradition intellectuelle-là. J'ai jamais cherché à être dans le conseil ou dans l'expertise. D'ailleurs, j'ai ni conseil ni expertise à donner à qui que ce soit. Mais bon, voilà. Mais parce que je savais que malgré tout, d'autres jouaient un autre jeu. Et que l'ensemble formait quand même une structure active et efficace. Mais aujourd'hui, tout est déséquilibré.
Et pour ne pas se laisser enfermer dans une fonction tribunicienne, alors il faut trouver effectivement des relais. Et les relais, voilà, c'est le monde associatif, c'est la société civile, c'est les professionnels de santé, c'est vous toutes et vous tous. Mais à un moment donné, il faut aussi considérer, puisque effectivement tu m'as fait l'amitié de me présenter comme un historien des pouvoirs, c'est bien d'avoir une puissance d'agir, mais à un moment, quand on est vraiment éloigné du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais en tout cas, l'efficacité s'atténue, s'affaiblit et finit même par s'épuiser. Oui, ce que disait un sociologue une fois, c'est qu'effectivement, si on reprend la figure qu'il évoquait, aujourd'hui, pour des combats fondés sur les droits de l'homme, on va dire les gens plutôt de gauche se retrouvent dans les associations et pas au pouvoir, sauf que ce sont dans les instances Assemblée nationale ou autres que les décisions se prennent, et ces gens qui portent ces valeurs ne sont pas dans ces instances-là. Donc il y a un problème d'occupation des lieux où le pouvoir se fait. Et ça pose une question, je ne vais pas être trop long, mais une question effectivement de l'endroit où on se situe, du bord, je dirais, du changement politique et historique. C'est-à-dire que si effectivement être historienne ou historien, c'est essayer de comprendre en quoi aujourd'hui diffère d'hier, alors on va pas tout ramener au passé, on va pas tout dire bah oui, vous avez des boucs émissaires, ça a toujours eu lieu, ce qui est une manière aussi de se dédouaner. Non, il faut accuser l'écart dans tous les sens du terme. Il faut l'accuser, il faut aiguiser la différence. Et il y a un côté un peu accusatoire, au sens où effectivement ça veut dire que ces politiques institutionnelles des stigmatisations sociales en France, pour reprendre le titre de notre rencontre, c'est pas une machine sans machiniste. Il y a des machinistes, il y a des gens qui sont à la manœuvre. Il y a des gens qui décident de faire ou de ne pas faire, d'écouter ou de ne pas entendre. Et de ce point de vue-là, il faut cesser de se situer, c'est ce que j'avais proposé dans un petit livre qui est paru sous le titre « Le temps qui reste », il faut cesser de penser qu'on est devant une catastrophe qui arrive, climatique ou politique. D'une certaine manière, elle est déjà arrivée. Et la catastrophe, c'est ce qui arrive soudainement, mais c'est aussi ce qui continue. Ça, c'est la catastrophe au sens de Walter Benjamin, c'est-à-dire la catastrophe est la continuation du pire tant qu'on n'y a pas, tant qu'on n'a pas trouvé le moyen de ne plus y consentir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une sorte de pente fatale, et on est plus, je pense que ça détend. De se dire on va arrêter d'avoir peur de quelque chose qui arrive, c'est déjà arrivé. Voilà. Et tu parlais de la loi asile et immigration, les choses peuvent plus mal tourner encore, ou continuer à aussi mal tourner qu'elles ne tournent aujourd'hui. Mais voilà, je ne suis pas devin. Mais vous savez, les historiens, tu parlais de quand l'histoire fait date, qu'est-ce que c'est qu'une date, un événement? Il y a un moment où ils disent tout est évidemment tout est graduel, une date ça n'a pas de sens, mais il y a un moment où on fixe quand même un seuil, quelque chose est arrivé. Et sauf événement contraire, on peut dire que ce que l'on craignait est déjà arrivé. Ça a eu lieu le 19 décembre 2023, c'est la loi asile et immigration. Voilà. Et que si les historiens et historiennes du futur ont besoin d'une date pivot, celle-là est pas mal. C'est une très belle transition, Patrick. Vraiment, tu me facilites le travail parce que du coup, je vais enchaîner avec Marie-Caroline, justement, toi qui es clinicienne et psychologue et qui bosse à l'Institut Convergence Immigration, qui est directrice, excuse-moi. À quoi ça sert? À qui ça sert, ces constructions politiques de figure du bouc émissaire, notamment du migrant, en tout cas pour les exilés? À qui ça sert et à quoi ça sert?
J'étais passionnée par la manière dont Patrick a pris la chose, et je ne savais pas qu'on allait faire de la psychanalyse avec le retour de nos peurs. Nous, à Médecins du Monde, on est prêts à tout. Hein. je sais. Avec le retour de nos peurs, avec le refoulé de l'histoire. Je pense qu'ont été posées des questions évidemment essentielles aussi sur le rôle de certains des acteurs hein, dans ce grand échiquier autour de la question migratoire, notamment d'ailleurs des chercheurs. À quoi sert la recherche aujourd'hui mais j'aurais une analyse peut-être un tout petit peu différente à propos notamment de la loi et de cet événement et de la catastrophe. Alors oui, la catastrophe a eu lieu, mais il me semble que le délire politique presque, enfin très obscène, hein, dans l'usage d'une parole au niveau de notre Parlement, le côté presque clownesque des débats. Enfin, on est arrivé à là, un excès, disons, hein, d'une parole politique, le décalage total entre ce Sénat. Il faut voir la sociologie du Sénat. Enfin, qui fait nos lois ? Qui s'est emparé de ce texte, hein. Par rapport à une population civile, dont des jeunes qui votent peu, mais qui sont engagés sur la question migratoire. Donc ces décalages qui sont des décalages de sociopolitique entre une population qui vit la question migratoire, puisque c'est mon sujet en l'occurrence, mais et puis voilà, cette réalité du terrain, ce que voient les associations, ce que voient les soignants, ce que font aussi les personnes engagées, et puis une politique là qui est complètement hors sol quelque part, fait que je ne pense pas, non, mais je ne suis pas l'historienne qui s'est pensé ça, je ne pense pas, non, que ce projet de loi est devenu cette loi de janvier et signifie une catastrophe. La catastrophe est probablement déjà là, beaucoup plus latente, dans une perversion totale de l'ordre des discours, où on a beaucoup de mal aujourd'hui, alors que les discours médiatiques, les discours politiques, les discours médicaux, tous les discours sont au même niveau. Je peux vous dire n'importe quoi, c'est pas parce que je suis chercheur que j'ai, disons, une voix au chapitre supérieur, ça n'existe plus depuis belle lurette. Donc aujourd'hui, on est dans une inflation des discours qui sont très conflictuels, qui se concurrencent, et vous avez un discours médiatique et un discours de droite qui est super puissant sur ces questions. Mais voilà, je pense que cette loi quelque part a secoué aussi très fortement l'arène politique, et que elle a eu le mérite, parce qu'après tout on peut interpréter de plusieurs manières ce qui s'est passé, hein, et cette commission mixte paritaire qui a ensuite été censurée très fortement sur quand même 32 articles, hein, par le Conseil constitutionnel, finalement, quelque part, même si de manière maladroite, même si finalement ce ne sont que des sanctions de forme, comme on sait, très peu de fond, et bien finalement, retour du droit dans cette grande affaire. Voilà, quelque part une limite quand même, un sursaut quand même, au niveau en tout cas de la loi, pour répondre à ta question. Je reviens en revanche, sauf oui, si tu me donnes encore non, vas-y, on a le temps. Sur ce qui a été dit sur cette construction politique et institutionnelle. C'est ce que montre l'histoire, ce que montre la recherche sur les questions migratoires, et en l'occurrence un institut comme celui que je dirige, où 700 chercheurs à peu près travaillent sur les questions migratoires et sont mis en réseau pour travailler ensemble. Toutes les études, qu'elles soient anthropologiques, sociologiques, économiques, etc., montrent plusieurs choses, notamment qu'effectivement la figure du migrant, elle est construite aujourd'hui comme une figure de bouc émissaire, que cette figure du migrant a considérablement évolué au cours de l'histoire, hein, elle est très tributaire des contextes politiques, hein. Donc ce migrant, le réfugié lui-même a été d'abord ce huguenot, et puis ensuite, et au cours de l'histoire, a eu plusieurs visages. Le migrant politique a été après tout accueilli par notre droit d'asile. On aurait parfaitement pu imaginer un autre type d'accueil, et notamment accueillir celui qui crève de faim. Ça fait l'objet d'une vraie réflexion sur qu'est-ce que la société décide finalement d'accueillir.
Et puis ensuite, on continue avec ces représentations dans le système politique de celui qu'il faut accueillir et celui qu'il ne faut pas accueillir. Et on est depuis les années 80, en tout cas depuis la fin des 30 Glorieuses, qui accueillait assez facilement les migrants, notamment parce que le marché du travail s'y prêtait. On est aujourd'hui dans une figure beaucoup plus restrictive et surtout on est arrivé à l'ère du soupçon, quoi, où il faut celui qu'on accueille, le réfugié, eh bien on l'accueille s'il peut prouver que, etc. Ce qui n'était pas encore le cas pendant la guerre froide, où on accueillait facilement tous ceux qui venaient demander l'asile et venaient de... On a été moins regardant pour les Ukrainiens, voilà. C'était très bien pour eux. Alors justement, la question ukrainienne a été très intéressante au niveau pour la dénonciation, on va dire, de cette construction politique continuelle. C'est-à-dire que, d'une part, ça montre qu'on est effectivement capable, en tout cas en termes de moyens, et que tout ça fait l'objet, à partir du moment où il y a une décision politique, on sait accueillir et on peut accueillir. On a été capable d'accueillir 100 000 personnes. Aujourd'hui, elles sont 65 000 à peu près sur le territoire français. Mais l'État l'a souhaité, l'État l'a fait. Et cette possibilité de donner un accès, autrement dit, de lever les leviers qui empêchent les obstacles à l'intégration, qui sont l'accès aux droits, l'accès à la santé, l'accès au logement, hein, ce qui empêche de permettre à une population sur le territoire de commencer une possible intégration sociale. Donc lever ces leviers, accueillir avec des protections temporaires une population ukrainienne, a permis de montrer aussi qu'on pouvait, ce qui est une très bonne leçon, a permis de se reposer la question pourquoi nous n'avons pas été capables de faire ça, pourquoi nous ne l'avons pas fait. Eh bien pour des raisons politiques, lorsqu'il y a eu les Syriens, les Irakiens, les Afghans, alors qu'on avait cet instrument de la protection temporaire qu'on aurait pu utiliser. Bref, ça a permis de remettre finalement dans l'espace public la question de qui on veut accueillir, comment on veut les accueillir, est-ce qu'on a les moyens, donc on l'a. Il suffit de choix politiques aussi. Tout ça, ça a permis de relancer quelque chose. Et finalement, c'est une expérience qui nous amène à repenser à ces constructions politiques et institutionnelles. Je reviens un petit peu sur ce qu'a dit aussi Patrick, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un côté désespérant lorsque on passe son temps à expliquer des chiffres et à faire des papiers qui finalement ne servent pas la décision publique. Alors là, il y a quelque chose d'un peu plus, je crois, en jeu aussi dans ce qu'on fait, c'est-à-dire que l'enjeu, évidemment, de la recherche, c'est de pouvoir avoir quelque part un débat public, politique, notamment avec les décideurs. C'est un enjeu. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a suffisamment de demandes pour essayer de comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui pour décider qu'on continue à alimenter, réfléchir, produire une recherche dépassionnée le plus possible qui sert quand même de levier à un certain nombre d'actions. N'oublions pas que les acteurs sans doute principaux dans toute cette histoire, c'est ceux qui sont sur le front, c'est-à-dire les acteurs associatifs, c'est-à-dire les soignants, c'est-à-dire que voilà. Et là, il y a besoin aussi d'une communauté, j'ai envie de dire, de penser autour d'une réalité que, pour des raisons très électorales, aujourd'hui, on n'est pas capable d'entendre. D'autant plus qu'on oublie qu'on n'est pas seulement à prendre des lois en France, mais on oublie qu'on est dans un système européen qui lui aussi prend ses décisions. Alors comme vous savez, on n'est pas directement tenu d'appliquer, etc., tout ce qui est pris, tout ce qui est décidé au niveau du pacte européen, mais pour moi, la catastrophe, s'il y en avait une, c'est plutôt là que ça joue, c'est-à-dire un changement complet de paradigme où on n'est plus seulement dans une logique de tri qui est bien installée finalement depuis les années 80 en France. Quels sont les migrants qu'on va accueillir, comment, pourquoi, etc. On est aujourd'hui dans une logique où la France, comme les autres, comme les 27, se retranche dans une logique forteresse, en externalisant un maximum hors de ses frontières tout ce qu'elle peut externaliser, en produisant donc un système de plus en plus sécuritaire. Tu as rappelé à quel point les frontières étaient mortifères. Or, il y a mécaniquement une production des morts, plus les frontières se ferment. C'est mécanique. Et finalement, il me semble que le glissement, il est presque là. C'est-à-dire qu'on est embarqué dans une construction
complètement hors sol, parce que complètement contraire à toute une à tout ce qui est la question migratoire depuis des millénaires, des échanges, des parcours migratoires, des trajectoires, de mouvements, de mobilité qui constituent finalement aussi bien l'Europe que le reste du monde. Et cette espèce d'enfermement généralisé qui a pris la forme d'un véritable paradigme qui est maintenant une véritable épidémie. On a commencé en 2016 paisiblement avec l'histoire de la Grèce et de la Turquie, l'externalisation. L'Italie suit avec la Libye, la France suit. Ensuite, on a le cas rwandais en Angleterre, qui est quand même un cas d'école dans le décalage et dans le montage de quelque chose de tout à fait, un montage de droit complètement hors sol, où on va faire traiter. Ce sont des échanges bien sûr diplomatiques, mais là il y a des enjeux quand même. Et puis le Danemark va probablement suivre, puisque ça l'intéresse beaucoup. Et puis l'Allemagne. Bon, donc en fait on a une espèce de proposition là qui est l'Europe ne veut plus de migrants, qui là est quelque part extrêmement risqué. Bon, je continue à penser, sinon je ne serais pas là, que la recherche peut être utile si elle travaille main dans la main, j'ai envie de dire, avec les autres acteurs, et reste sur le terrain. Sinon, elle n'a aucun poids. Et je pense qu'une journée comme celle-là permet d'avancer aussi comme ça. Mais peut-être un dernier point, tu as évoqué toutes ces mesures françaises, européennes, qui ne sont pas nouvelles, la gestion externalisée de l'asile, entre autres, où il y a une mise en tension réelle avec le respect des droits fondamentaux. Quand on négocie avec des mafieux libyens qui font de la traite d'êtres humains, parce qu'on veut qu'ils contiennent à distance le problème, on assume de transgresser des règles de morale essentielles. Il y a un autre niveau c'est peut-être une question que je te pose aussi avant d'enchaîner avec Cécile, mais dans nos limites, je dirais, des mesures qui augmentent les mortalités, aussi du fait de barrières et autres, il y a la remise en question aujourd'hui des acteurs associatifs comme étant aussi partie d'un problème. Combien de fois on a été accusé aujourd'hui, Médecins du Monde, SOS Méditerranée, MSF, d'être des criminels parce que l'on est des partenaires de passeurs et que l'on sauve des vies en mer et que l'on contribue à l'effet d'appel d'air. Les ONG deviennent un problème. Combien de fois on a été pointé du doigt. Alors, on voit aussi qu'il y a une dérive qui se fait en écho peut-être à une radicalité, voire une idéologie qui ne concerne pas que les questions migratoires, mais la démocratie en elle-même. Mais que l'idéologie soit au fondement de politiques migratoires, c'est une évidence. Et il y a eu beaucoup de réflexion aussi sur la nature, par exemple, de ce qu'on allait protéger chez les réfugiés. On est passé finalement d'une peur du communisme à une peur de l'islam qui quelquefois prend à ses ambiguïtés. Et ce que tu dis sur la criminalisation, c'est un outil majeur pour limiter l'action sur le terrain, notamment des associatifs. Et je repense en fait à l'actualité immédiate avec les deux événements dont vous aurez vu les titres, qui sont notamment cette histoire du retour sur le naufrage qu'il y avait en novembre 2021, tué 27 migrants dans la Manche, et où manifestement pour ne pas mettre directement sous le coup d'une accusation judiciaire, l'État français ont fait ressortir le témoignage d'une personne qui n'était pas tout à fait dans son assiette et qui aurait qui aurait laissé passer finalement l'embarcation dans les mers anglaises. Enfin, bref. Donc il y a une espèce de trucage là aussi. Et puis l'autre question qui sont les interceptions actuelles dans la Manche.
Autrement dit, 2 actualités où là aussi on voit un véritable glissement, c'est-à-dire on n'est plus du tout dans le droit, mais ça fait bien longtemps qu'on n'est plus, enfin que les entorses au droit sont systématiques sur cette question migratoire, et où là où on pourrait maintenir quelque chose de l'ordre du respect des droits fondamentaux, on ne le fait même plus. Enfin, quand on arrive avec du gaz lacrymogène sur des embarcations et qu'on les fait couler, là on est dans quelque chose de totalement vertigineux. Enfin, on risque directement la mort des personnes alors qu'on s'appelle encore la gendarmerie nationale ou les forces. Enfin bref, on est là, on n'est plus. Voilà. Donc je pense en fait qu'on arrive à des extrêmes qui sont heureusement pointé du doigt par ce qui nous reste de possibilités de réaction. Je pense qu'on est absolument, comme tu l'as dit aussi, dans la logique de la criminalisation des associations. Et comme un levier. Voilà, comme un levier, de même qu'on est dans une militarisation systématique des frontières, de même que, voilà. Donc ce sont des outils... qu'on soit en montagne, en mer, qu'on soit sur le terrain, etc. J'ai envie de dire l'outil de l'entorse au droit et l'outil de l'entorse aux droits fondamentaux, il est maintenant systématique lorsqu'on travaille sur les questions migratoires. C'est la norme presque. Peut-être du coup c'est une très bonne transition pour aussi, merci à toi Marie-Caroline, Patrick, de m'aider dans mes transitions. On va passer à Cécile. Encore une fois, tu es secrétaire générale adjointe de la CNCDH. Peut-être d'abord tu peux nous expliquer c'est quoi la CNCDH, on fait quoi à la CNCDH, c'est quoi votre mission sociale ? Alors oui, avec plaisir. Donc la CNCDH malheureusement n'est pas encore assez connue du grand public et même du milieu associatif. Et pourtant, c'est une très vieille institution française puisqu'elle a été créée en 1947 par René Cassin, qui est un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle a, depuis 1947, un mandat très large en matière de respect des droits de l'homme en France, mais aussi en matière de respect du droit international humanitaire. Et elle a 3 missions principales en lien avec ce mandat droits de l'homme, droit international humanitaire, qui sont conseiller les pouvoirs publics en matière de respect, promotion, mise en œuvre des droits de l'homme en France, donc conseil, contrôle. Donc la France est partie à un certain nombre de pactes, traités, conventions en matière de droits de l'homme, et la CNCDH a pour rôle de contrôler la mise en œuvre effective de ces différents textes par le gouvernement français. Et ce contrôle s'exerce en lien avec les organisations internationales, que ce soit les Nations Unies ou le Conseil de l'Europe. Et donc on a un dialogue continu et nourri avec ces organisations internationales qui après peuvent éventuellement mettre à l'amende la France. Et notre 3e mission, c'est une mission d'éducation aux droits humains, qui est une mission très très large et quasiment impossible à mettre en œuvre, mais on fait ce qu'on peut, puisque c'est une mission qui concerne l'ensemble de la population de la naissance jusqu'au grand âge. Et donc on essaie de faire vraiment développer des outils pédagogiques pour les plus jeunes, faire des formations à l'école, mais aussi faire des formations pour certains professionnels. Voilà, donc ça c'est un très très gros chantier. Pour mener... j'allais oublier, on a, en lien avec ces 3 missions, conseil, contrôle, éducation, on a 5 mandats très spécifiques qui nous sont confiés soit par la loi, soit par des plans spécifiques et qui concernent des matières très précises. Donc on a un mandat sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. On a un mandat sur le droit international humanitaire et on est reconnu comme commission de mise en œuvre du DIH par la Croix-Rouge. On a un mandat de lutte contre d'évaluation des politiques publiques de lutte contre la traite des êtres humains, un mandat sur les droits des personnes LGBTI et un mandat sur les droits des personnes en situation de handicap. Et donc pour mener à bien toutes ces missions, la spécificité de la CNCDH, c'est qu'elle a une composition pluraliste. C'est assez inédit dans les institutions françaises et donc elle est composée de 64 membres qui se répartissent en 3 collèges. Un collège dit de la société civile dans lequel siègent Médecins du Monde,
Et donc, on a donc 30 représentants d'associations et de syndicats. Donc les syndicats représentatifs, que ce soit des syndicats de salariés ou des syndicats d'employeurs, et puis après des associations qui vont être soit des associations généralistes comme la Ligue des droits de l'homme ou Amnesty International France, ou des associations plus spécifiques, défense des droits de l'enfant, défense des droits des personnes LGBTI, défense des migrants, des personnes migrantes, défense des droits des femmes, défense des droits des personnes en situation de handicap. Voilà, donc on a 30 représentants de la société civile. Ensuite, on a un deuxième collège qui est un collège dit de personnes dites qualifiées. Donc là, ce sont des personnes qui sont choisies pour leur expertise en matière de droits de l'homme. Ça peut être des avocats, des magistrats, des enseignants, des historiens, des sociologues, voilà. Et petite spécificité, dans ce collège de 30 personnalités qualifiées, siègent des représentants des grandes religions présentes en France, catholicisme, protestantisme, judaïsme et islam. Et enfin, on a, pour arriver à 64, un petit collège de membres de droit, un sénateur, un député, un représentant du CESE et la défenseur des droits. Et précision importante, donc cette assemblée de membres travaille en toute indépendance. L'institution est une institution publique, mais c'est une institution indépendante et nous ne recevons aucune commande directive de la part des autorités publiques. Et nous sommes totalement libres de choisir les thématiques sur lesquelles nous allons travailler. Voilà. J'espère que c'est bref, clair. Mais j'espère que c'est clair. J'ai déjà une question que j'avais tellement envie de vous poser maintenant, mais c'est pas bien de la poser maintenant, mais quand même je la pose. Enfin, est-ce que vous êtes écouté dans la production de vos savoirs C'était la dernière question. Mais ce sera la dernière question. Alors je vais poser d'abord une autre question. Du coup, concrètement, comment on fait pour conseiller la construction de politiques publiques fondées sur les droits de l'homme, enfin, comment on essaye de travailler à notre sujet, c'est-à-dire de lutter contre les stigmatisations? Alors, nos méthodes de travail, c'est en fait de faire en sorte que, d'interpeller ou de faire comprendre au gouvernement, mais pas seulement au gouvernement en fait, aussi aux administrations qui sont en charge de mettre en œuvre un certain nombre de politiques publiques, de leur faire comprendre qu'il est important de replacer les droits de l'homme au cœur de l'action publique, non pas seulement parce que c'est un impératif qui serait un impératif moral ou un impératif juridique parce que la France a des obligations de mettre en œuvre les droits de l'homme, mais parce que c'est aussi en fait un gage d'efficacité de ces politiques publiques. Et donc on fait tout un travail auprès du gouvernement et des administrations pour vraiment promouvoir ce qu'on appelle l'approche fondée sur les droits de l'homme, qui est une approche qui a été développée au départ par les Nations Unies à la fin des années 80 et qui vise vraiment à remettre les droits de l'homme et donc en fait les personnes au centre de l'action publique. Donc je pense que ce sont des choses en fait que vous maîtrisez et que vous pratiquez au quotidien dans votre action associative, mais ça a besoin d'être formalisé pour pouvoir être opérationnel pour les administrations, les responsables politiques. Et donc, l'idée, c'est vraiment de présenter aux décideurs et aux autorités un objectif. L'objectif, c'est la réalisation des droits de l'homme pour tous, partout en France, et un processus qui implique de mettre en œuvre des actions, des dispositifs en respectant un certain nombre de principes qui sont au nombre de 5 et que je vais vous présenter brièvement. Alors je suis désolée, hein, j'ai pas l'éloquence des précédents intervenants, donc j'ai besoin de m'appuyer sur mes notes. Non plus, hein, tout va bien, on est entre nous. Donc voilà, donc ce processus d'élaboration des politiques publiques pour être efficace et pour être respectueux des droits de l'homme, il doit reposer sur 5 principes qui sont la participation, la responsabilité, la non-discrimination, l'autonomisation
et le respect des normes internationales. Alors, je ne vais pas revenir plus en détail sur les questions les principes de non-discrimination et le principe de respect des normes internationales, parce que je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes. Mais je voudrais développer un peu plus les principes de participation et de responsabilité qui sont en fait les deux piliers de l'approche fondée sur les droits de l'homme. Donc la participation, c'est un principe qui a été conçu pour remédier aux défauts des programmes de coopération au développement qui avaient été élaborés dans les années 70 et dans les années 80 et qui en fait reposaient sur des stratégies développées par les agences de développement ou les donateurs privés et qui établissaient les priorités en fonction des besoins supposés des populations. Donc les besoins étaient définis à un niveau supérieur et puis après ça redescendait et bien souvent on passait à côté de la cible et l'action n'était pas efficace. Donc l'idée de faire reposer l'action publique sur la participation des personnes qui sont directement concernées, c'est aussi en fait un gage d'efficacité de ces politiques publiques. Mais cette participation, ce principe de participation, il est particulièrement exigeant parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire bon bah on va associer les populations concernées de manière un peu formelle ou un petit peu artificielle, je vais faire une consultation, je vais faire une concertation et puis après je vais mettre en place ma politique publique. Il faut vraiment que cette participation réponde à un certain nombre d'exigences. Donc ces exigences, c'est délivrer une information claire et adaptée à toutes les étapes du processus de concertation, mettre en place des conditions favorables qui vont permettre la prise de parole et l'écoute des personnes concernées. On leur donne la capacité de parler et on les écoute. Et on ne doit pas s'abriter derrière des problèmes logistiques ou des difficultés logistiques pour se dire que ben non, la parole des personnes concernées, c'est trop compliqué, il vaut mieux entendre les experts, eux ils savent et on arrivera au résultat. Il faut aussi que la concertation s'inscrive dans le temps. Elle doit être mise en place, elle doit être pensée en amont des projets de politique publique pour que les personnes qui sont destinataires de ces politiques publiques soient vraiment associées au processus de décision et puissent éventuellement en influencer le cours. Et enfin, les orientations et les conclusions qui vont sortir de cette concertation doivent être prises en compte par les pouvoirs publics. La démarche participative doit être prise au sérieux par les décideurs publics. Alors le reproche qu'on fait souvent à cette démarche participative, c'est de dire que elle remet en cause le pouvoir de décision du politique, qu'elle vient en concurrence avec la démocratie représentative. Mais en fait, la démarche participative, elle n'impose pas la prise en compte par les autorités publiques des résultats de la concertation. Elle impose seulement qu'on prennent connaissance de ces résultats et que, éventuellement, s'il y a des différences d'orientation entre ce qui est sorti de la concertation et ce qui est décidé par le pouvoir politique, alors le pouvoir politique justifie ces écarts entre les résultats de la concertation et les décisions finalement prises. Ce qui m'amène au deuxième pilier de cette approche fondée par les droits de l'homme, qui est la responsabilité. Et donc l'idée que les pouvoirs publics doivent justifier les arbitrages qu'ils ont réalisés et surtout évaluer les politiques qu'ils ont mis en œuvre. Et cette évaluation, elle doit reposer sur des indicateurs précis, connus de tous, et indicateurs qui intègrent la dimension droits de l'homme pour effectivement que cette évaluation permette de voir si oui ou non on a atteint les objectifs et si oui ou non on a effectivement fait progresser les droits de l'homme. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop confuse. Non, c'était très très clair. Et d'ailleurs, je reviens sur la question tout à l'heure. Du coup, Patrick et Marie-Caroline ont abordé la question du sens par rapport à leur pratique de chercheurs. À quoi ça sert si on n'est pas écouté? Est-ce que vous êtes écouté? Est-ce que vous arrivez encore à avoir de l'influence sur les décideurs par rapport à cette exigence de faire respecter les droits fondamentaux dans nos politiques publiques? Oui, alors moi,
Je suis à la CNCDH depuis très longtemps. J'ai par ailleurs un naturel un peu optimiste. Donc je pense que oui, je suis plutôt positive. Je pense que oui, on arrive à se faire entendre des décideurs politiques. Ça, c'est pas facile. Ça demande énormément de temps. Mais voilà, ça fait quasiment 20 ans que je suis à la CNCDH maintenant. Et en 20 ans, j'ai vu que des positions, des recommandations qu'on avait portées avaient fini par aboutir et avaient infusé, notamment dans les administrations publiques. Et j'ai vu des recommandations de la CNCDH être effectivement mises en œuvre. Alors après, ça prend énormément de temps et puis ça va dépendre des domaines en fait. Il faut être assez clair là-dessus, c'est-à-dire qu'on a des grandes réussites en matière de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Non pas que le racisme et l'antisémitisme aient disparu en France, mais les dispositifs qui sont mis en place pour lutter contre le racisme sont beaucoup plus co-construits. Les recommandations de la CNCDH sont bien plus et bien mieux prises en compte en la matière. On a aussi des succès en matière de lutte contre la traite des êtres humains, par exemple. C'était la question de la traite des êtres humains, il y a quelques années, c'était totalement invisible. Le monde associatif s'en était emparé. Il y avait des associations qui travaillaient sur cette question-là, mais au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau du gouvernement, ça n'était pas une question. Et en l'espace de quelques années, aussi parce que la CNCDH s'est emparée du sujet et qu'on a fait un certain nombre de rapports, de recommandations sur le sujet a émergé et aujourd'hui, c'est l'objet d'une politique publique et c'est une politique publique qui est co-construite avec les associations. Donc voilà, dans certains domaines, oui, ça avance et oui, on est écouté. Après, il y a des domaines dans lesquels, clairement, on est totalement inaudible et la question des migrations, là, pour nous, vraiment, c'est quelque chose qui pose énormément de questions et c'est un échec pour nous. On n'est jamais entendu sur les politiques migratoires en fait. Vraiment, là il y a un blocage de la part notamment du ministère de l'Intérieur et quels que soient en fait les gouvernements. Voilà, les politiques migratoires, l'approche, les personnes migrantes n'ont pas de droit. On n'arrive pas à faire passer le message que avant d'être des migrants, les personnes migrantes sont des personnes et qu'elles ont des droits fondamentaux et que ces droits ne doivent pas être bafoués. Ce qui est assez étonnant parce que ça renvoie à une forme de deux poids deux mesures où, même si on tire le trait, il y aurait, on va dire, des hommes et potentiellement des hommes, j'allais dire des sous-hommes qui n'ont pas le droit d'avoir les mêmes droits. Oui. On vous oppose. Alors c'est pas formulé comme ça, mais alors c'est pas formulé comme ça, mais ça revient effectivement à ça. Alors on nous explique que il y a des citoyens français et puis il y a des gens qui ne sont pas citoyens français. On renvoie au statut administratif. Voilà, exactement. Et quand on explique, mais ça n'est qu'un statut administratif, les droits fondamentaux, ils n'ont rien à voir avec la citoyenneté ou avec une situation administrative. Ce sont des droits fondamentaux inhérents à la personne humaine et donc tout le monde doit pouvoir s'en prévaloir. Là, on se heurte vraiment à une difficulté. Ok, merci. Je pense qu'on peut déjà applaudir nos trois intervenantes pour la première séquence. Merci beaucoup. Il nous reste du temps. On a 30 minutes pour pouvoir échanger avec vous. Il y a des micros qui peuvent circuler. N'hésitez pas à lever la main pour prendre les micros. J'ai déjà peut-être une question qui me semble intéressante dans le chat, parce qu'on a un chat. Alors, si les décideurs n'écoutent pas les chercheurs, qu'en est-il des citoyens et de la société civile pour lesquels les sources principales d'information font aujourd'hui le jeu de la stigmatisation? Je pense par là à l'enquête notamment de Mediapart concernant les fausses informations sur les migrations relayées par CNews, l'une des chaînes d'infos les plus populaires en France. C'est la question de la production du savoir, des savoirs dans cet environnement où il y a tout et son contraire. Comment lutter ou comment évoluer dans cet environnement? Question ouverte, hein, on aura compris. Hein. Ne vous battez pas pour y répondre. C'est évidemment une question qui est au centre de la manière dont on fonctionne et je vais juste prendre une demi-minute pour rappeler que l'Institut Convergence Migration n'a pas que pour vocation de produire de la recherche.
Elle a aussi un master migration et elle travaille en formation, le plus possible, en formation continue, en formation initiale avec son master migration porté par l'Université Paris 1 et le HESS. Et puis, elle travaille avec beaucoup d'autres diplômes universitaires associés, dont des diplômes universitaires pour les personnes exilées, notamment. Ça existe en France, c'est des initiatives importantes et qu'il faut absolument pouvoir s'y souligner. Il y a une quarantaine maintenant de diplômes universitaires passerelles qui permettent à des jeunes en migration, et parfois de manière inconditionnelle, lorsque l'université veut bien s'écouter et ne pas commencer à demander les papiers, ce qu'elle n'a pas à faire en termes de droit, qui permettent à donc des personnes de revenir dans le cadre universitaire. Et donc, et par ailleurs, troisième métier de l'Institut, c'est précisément travailler avec la société dans le débat public. Donc on fait extrêmement attention, évidemment, parce qu'on est porté par le CNRS, parce qu'on a vocation à avoir une recherche et à produire un savoir qui est un savoir, tu disais neutre tout à l'heure, c'est un savoir qui est en principe pas partisan, pas objectivé par une méthodologie de recherche systématiquement précisée et qui doit arriver à être dépassionné dans un monde où toutes ces questions sont ultra politiques. On est donc à la chasse continuelle aux fake news. On travaille avec d'autres instituts dont on est partenaire, qui précisément travaillent là-dessus. Je pense par exemple à Desinfox Migration, qui vraiment travaille sur ces questions. Et puis sur la question de qu'est-ce qu'on fait avec les acteurs publics. Alors je serais à nouveau, évidemment, on a atteint un sommet de supporter finalement l'atteinte aux droits fondamentaux. Je suis d'accord, c'est même inimaginable, voilà, qu'on supporte ces morts aux frontières, ces personnes qui n'ont pas de droits, qui se retrouvent par dizaines de milliers sans droit, sans logement, etc., avec un système administratif qui a ses propres limites et qui fait qu'on met 5 ans, 6 ans, 7 ans à avoir accès aux droits minimum pour pouvoir vivre, et que si vous regardez les résultats de l'enquête ELIPA, qui est sur Internet, qui est passionnante, c'est l'enquête du ministère de l'Intérieur qui montre ce qui se passe dans les premières années d'intégration, entre guillemets, des primo-arrivants en France. Eh bien, cette enquête montre que de toute façon, à partir du moment où un migrant, un primo-arrivant a eu ses droits, il aura une rupture de droit dans la première année, de toute façon. Donc voilà, cette espèce d'impossibilité d'avoir accès aux droits fondamentaux, qui est accepté. Ce que je veux dire quand même, c'est que heureusement, la recherche est un partenaire d'autres ministères que le ministère de l'Intérieur, et qu'on travaille notamment en santé beaucoup. Avec les acteurs publics, heureusement, pour faire remonter de l'information, pour faire remonter des constats qui, pour les acteurs associatifs, peuvent être des objets de plaidoyer. On travaille avec les associations pour ça aussi, c'est-à-dire que quand on voit des chiffres, on peut les analyser et on peut ensuite les proposer à des acteurs qui ont pour vocation de faire du plaidoyer et de réagir, ou bien des instituts comme le vôtre, de s'appuyer sur de telles données. Alors, même si on veut s'affranchir un peu des chiffres, quelquefois c'est nécessaire d'avoir ces chiffres, ces constats, etc., pour essayer de mesurer voilà, des cas de figure. Je pense au dernier grand enjeu qui a été le nôtre, ça a été de s'associer notamment avec France Terre d'Asile pour faire une étude systématique de la question de la santé mentale des exilés, notamment dans les centres d'hébergement, et qui a été présentée au ministère de la Santé. Ça avait un sens. Ça avait un sens. Donc je continue à penser qu'on a besoin de ce type de recherche. Aujourd'hui, la DZ, le département des études statistiques du ministère de l'Intérieur, nous propose d'analyser ces chiffres. Alors, on n'est pas arrivé à un dialogue, et puis a fortiori, on peut imaginer qu'en 2027, on aura encore moins de dialogue si on continue la catastrophe. Mais ce que je pense, c'est que la recherche, si elle est en lien avec le terrain, si elle est en lien avec les autres acteurs, est absolument essentielle, et si elle est en lien avec des acteurs comme le vôtre. Patrick ? Oui, juste rajouter un mot sur cette question-là, et d'abord merci à Cécile Rioux, parce que moi aussi je suis optimiste au fond, fondamentalement, j'organise mon On n'avait pas cru, quand même. Mais non, mais si.
Mais ça me permet de corriger un peu, ou en tout cas de compléter. Quand je dis une catastrophe a eu lieu, ça ne veut pas dire qu'elle va se répéter. C'est peut-être une butée. Peut-être qu'on n'ira pas plus loin. Peut-être que ceux qui ont voulu effectivement faire ça pour éviter une infamie supplémentaire seront les infâmes de l'histoire. Et l'infamie sera portée par eux. Pourquoi ? Parce qu'il y a du droit et parce qu'il y a du savoir. De toute façon, on n'a pas le choix, on n'a que ça. Et je suis d'accord effectivement avec l'une et l'autre, avec Marie-Caroline et avec Cécile. D'abord, oui, Marie-Caroline, c'est important de rappeler qu'on ne perd jamais son temps en produisant du savoir, et un savoir mesuré. J'entends à la fois modéré et dénombré, parce qu'une mesure, d'une certaine manière, si elle n'est pas prise en compte directement par la décision publique, au moins pourra-t-elle être prise en compte par les citoyens qui contesteront cette décision. Et oui aussi, le droit reste de toute façon la principale des butées, parce que aujourd'hui, alors la question est juste. Du chat, à ceci près qu'elle dit CNews qui est la chaîne la plus populaire en France. De loin pas. De loin pas. C'est la plus soutenue par des intérêts financiers puissants et qui ont un agenda idéologique et politique sur lequel il faut arrêter d'être naïf. Ils nous ont déclaré une guerre culturelle. Il faudra à un moment donné, on est après tout dans l'amphithéâtre d'un journal qui aussi, d'une certaine manière, a les moyens de répondre à ça. Et si on veut parler de racisme, alors il y a effectivement une amplification des discours racistes en France, mais après tout, tu travailles avec des sociologues, des anthropologues, ils ont des données chiffrées, le nombre de mariages mixtes, le nombre toutes ces données vont dans le même sens, c'est-à-dire que la société française n'est pas raciste. Elle n'est pas raciste. Elle entend des discours racistes qui finiront peut-être par la convaincre qu'elle l'est davantage que. Mais à ces discours, il ne faut pas opposer la beauté des principes, mais la réalité des pratiques. La pratique, en fait, en France, nous ne vivons pas séparés. Il n'y a pas de ségrégation raciale comme il y a une ségrégation raciale aux États-Unis. Il suffit de voir, effectivement, encore une fois, les chiffres des mariages mixtes qui restent quand même, pour les démographes, on a beau dire, la donnée la plus fiable et la plus continue qu'on peut comparer à distance et dans le temps. Et ben voilà, ça parle. Voilà. Et ça, c'est quand même important. Mais il y a une guerre médiatique. Et moi, je suis historien de l'Italie, donc je sais ce qui... pourquoi on s'intéresse aussi peu à l'Italie ? Enfin, c'est quand même dingue. Il y a quand même un laboratoire italien de la modernité, des ingénieurs du chaos. Alors on lit Giuliano d'Ampoli, on dit tiens, c'est intéressant, c'est vrai, Berlusconi, tiens, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de pouvoirs autoritaires qui commencent quand même par mettre la main sur des groupes de médias, puis du foot, puis ensuite ceci, cela. Mais aujourd'hui, on y est en Italie. C'est-à-dire que l'alliance des droites et des extrêmes droites, c'est fait. Mais dans un cadre européen. Et on voit que... Et avec des institutions qui ne permettent pas, les institutions italiennes, comme malheureusement la Ve République, les dérives autoritaires. Et en fait, Meloni, elle est coincée. Et elle va perdre pour ça. Parce que sa politique agressive et cruelle vis-à-vis des immigrés, elle ne peut pas l'appliquer, sauf à sortir de l'Europe. Mais il se trouve qu'elle ne peut pas non plus. Donc, je veux dire, il y a quand même des butées de droit. Il y a à la fois des butées de culture politique, parce qu'on vit en société, et cette société, je suis désolé, elle ne ressemble pas à ce qu'on donne à voir sous la loupe de CNews. Et cette société, c'est une société de droit. Et c'est pour ça, effectivement, que oui, il faut être, sinon optimiste, du moins volontaire. Tu voulais réagir, Cécile, ou on prend d'autres questions ? Juste sur confirmer ce qui vient d'être dit sur le fait que la France n'est pas un pays raciste. À la CNCDH, donc, on a un mandat spécifique sur la lutte contre le racisme. Et on s'appuie depuis 1990 sur une étude qui est reconduite tous les ans et qui est menée par des chercheurs en sociologie politique. Et depuis 1990, on voit bien que effectivement la tolérance progresse en France.
très large majorité des Français n'est pas raciste. La très large majorité des Français n'a pas les préjugés qui sont véhiculés effectivement par certains médias. Ok, d'autres questions dans la salle, je vois que tout le monde se mobilise en haut à droite, madame. Aigle Bonin, Secours catholique, Caritas France. Je voulais rebondir sur ce que vous avez appelé la production des savoirs scientifiques. Et à un moment donné, le fait que la recherche, l'académie doit travailler main dans la main avec les associations. Et alors je me demande qui est-ce qui produit dans ces mains à main, qui est-ce qui produit les savoirs? Est-ce qu'il y a une question là de production des savoirs ou bien de croisement des savoirs qui sont différents d'un point de vue épistémique? Quand on parle de recherche collaborative, de recherche d'action avec les associations comme la mienne, on parle plutôt de croisement des savoirs qui viennent de la recherche, des savoirs qui viennent des acteurs du terrain, des savoirs qui viennent des partenaires internationaux, des savoirs aussi qui viennent des personnes qui sont accompagnées en situation de vulnérabilité. Nous sommes engagés en ça, en ce croisement de savoir, mais avec des difficultés parfois, des différences de langage. Vous avez parlé aussi de différents des discours. Mais parfois, même quand on est engagé dans les mêmes combats, on utilise des langages différents et parfois il y a des postures qui sont plus ou moins descendantes. Avec l'université, la recherche, et quand on cherche de mettre en place et de s'entendre, on n'y arrive pas toujours. Donc du coup, quand on parle de travailler main dans la main, ça veut dire que, selon votre point de vue, l'académie, la recherche, le savoir scientifique qui a sa spécificité, l'université pense et les associations agissent, hein, ils sont le terrain sur lequel on met en œuvre les observations, ou il n'y a pas quelque chose à valoriser aussi d'un point de vue de démocratie épistémique là-dedans? Merci. Une deuxième question. Merci pour votre contribution. Une deuxième question, madame. Oui, bonjour. J'ai une question un petit peu politique, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la société de droit et avant de l'état de droit qui disparaît ou qui diminue, on va dire qui est retranché vraiment à minima et on cherche à le retrancher davantage. Avec aussi la question, Patrick, vous avez dit la machine avec un machiniste qui n'est pas sans machiniste et la question des jeunes qui s'engagent, qui sont beaucoup dans le milieu associatif, mais qui ne vont pas voter. Est-ce qu'on n'arrive pas à une société qui se désolidarise de l'État et de l'administration, mais dans ces cas-là, notre combat, il est voué à sa perte. Quel est notre but ou qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à converger ces choses-là, sachant que, bon, voilà, en tant que médecin, on n'est pas forcément appelé à faire de la politique et si jamais on s'y met, généralement, ça finit pas toujours très bien. Voilà, donc une question un peu de ce genre. Merci. Pensez à des médecins, des ministres qui deviennent chirurgiens esthétiques, c'est ça peut-être? Ouais, c'est vrai que c'est pas toujours super. Il y a des questions pour tout le monde là. Il y a deux questions fantastiques. La production des savoirs, qu'est-ce qui veut réagir et le lien entre université, terrain, association, approche épistémologique, donc études valables, enfin la science des connaissances valables. Je réponds, mais juste parce que je n'y répondrai pas. Je pense qu'aujourd'hui, le métier du soignant est un des métiers les plus politiques qui soient, au sens large. Mais on reviendra peut-être. Ça a souvent été le cas d'ailleurs, mais peut-être plus encore. Aujourd'hui, c'est un vrai engagement politique, notamment avec des populations, par exemple, migrantes. En fait, vous posez une question passionnante qui est au cœur de notre recherche. La semaine prochaine. On sera une cinquantaine de l'Institut Convergence Migration pour poursuivre les ateliers Cofront, c'est bien appelé, à Calais, hein, avec laquelle on travaille depuis longtemps, avec notamment la plateforme Services Migrants, etc. Enfin, beaucoup d'associations, une quarantaine. Donc ce que je veux dire, c'est que la recherche, elle a beaucoup changé et elle est de plus en plus, alors on peut l'appeler recherche-action, on peut l'appeler de plein de manières, mais je ne pense pas que la hiérarchie chercheur-associatif ait tellement de sens sur ce type de terrain. Et je le dis parce que je pense que la question migratoire engage en fait les subjectivités, la réflexivité, la méthodologie du chercheur de manière tout à fait différente, tout à fait particulière.
on est aujourd'hui, quand on travaille sur les migrations contemporaines, a fortiori sur des terrains qui pourraient être ceux de Caritas, du Secours catholique, etc. Et pour avoir aussi travaillé à 26 000 avec Caritas, enfin, c'est quelque chose qui pour moi est évident. On est en fait sur des problématiques de vie et de mort quand on travaille sur la question des migrants aujourd'hui, concrètement. Avec des personnes, alors que ce soit comme soignants, avec des formes de détresse qui sont tout à fait spécifiques. Quand il s'agit de travailler sur, je donne des sujets qu'on travaille, hein, la question des nouvelles routes migratoires, la question du droit, de l'accès au droit, etc. Ce sont toujours sur des questions de vie et de mort. Donc on est en fait devant ces problématiques, qu'on soit sur des questions médicales, qu'on réfléchisse à la question de la tuberculose qui arrive à Lampedusa, qui repart ensuite à Turin, qui rentre en France. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des objets de recherche aujourd'hui à l'Institut. Donc je pense qu'on a été obligé nécessairement, et chacun des chercheurs est obligé de renouveler largement sa méthodologie et de réfléchir à ce que ça veut dire que de travailler notamment avec les personnes qui sont sur le terrain, c'est-à-dire notamment les associatifs qui ont un accès à non seulement les personnes en migration, mais aussi à des formes de sources auxquelles on a, nous, pas nécessairement accès, etc., etc. Et là, je pense que ça a permis beaucoup de renouvellement. On est sur des formes de recherche où aujourd'hui, on ne travaille pas seulement au croisement, etc. On travaille très directement sur des formes de savoir avec les personnes associatives, même si, enfin tous les acteurs associatifs, même si, disons, nous, on ne poursuit peut-être pas tout à fait la même fin, la même finalité. C'est-à-dire qu'un chercheur, quand il travaille à des fins heuristiques. Un soignant, il travaille pour soigner. On peut imaginer qu'un acteur associatif, voilà, il ait d'autres engagements, d'autres finalités, et que donc il y aura d'autres formats pour dire ce savoir. Mais je pense vraiment qu'il y a une possibilité de renouveler des savoirs, notamment avec d'autres acteurs. Un mot peut-être sur votre question, et merci beaucoup sur cette question de la société de droit et de l'état de droit et cette séparation, en somme, entre les associations et les décideurs sur certaines questions. Sur la question des migrants, malheureusement, c'est vrai que là, on peut quand même être pessimiste parce que on voit bien que tout est aligné désormais. Ça me fait penser, moi je parlais à un responsable politique vraiment classé à gauche et qui disait, enfin théoriquement, et qui disait non mais de toute façon arrête, il n'y a pas de problème avec les migrants, il n'y a plus de problème, personne n'en veut. Donc le problème est réglé en fait. Et d'une certaine manière, alors oui peut-être, mais alors comment on en est arrivé là? Par un travail, à la fois un travail intense d'opinion, mais aussi à l'intérieur de l'État. Ça, c'est Sylvain Laurence qui l'a montré, c'est-à-dire qu'il a décrit justement ces machinistes. Il a décrit comment, depuis 1973 précisément, c'est-à-dire depuis la fin de l'immigration de travail, des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, parce que c'est d'eux dont il s'agit quand même, et puis ensuite après c'est Nicolas Sarkozy qui effectivement va changer tous les préfets, et ben ils sont toujours là. Ce personnel politique, il a effectivement sciemment décidé de mener la politique qu'on a aujourd'hui, malheureusement, dont on constate effectivement, Cécile, vous m'arrêterez si je dis une bêtise, mais là, même vous, optimiste, vous dites, bah, là, là, on n'y arrive pas, là, on n'y arrive plus. Bon, bah, je ne dis pas que c'est perdu, mais pour l'instant, au moins que ça nous serve de leçon sur les autres sujets, parce qu'il y a quand même aussi d'autres sujets où là, tu parlais de la sociologie du Sénat. Elle est ce qu'elle est. Elle explique effectivement la commission paritaire désespérante sur l'asile, sur la loi immigration et asile. Mais 2 mois plus tard, elle se retourne complètement sur l'institutionnalisation de l'IVG. Ce sont les mêmes. Mais apparemment, ils ont des nièces, des filles, des petites filles qui leur ont expliqué. Bon, et une société civile quand même. C'est quand même très spectaculaire. Et à la fin, si vous voyez les 70 qui votent contre, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune fatalité, ni sociologique, ni de genre, il n'y a aucune fatalité. On reste quand même dans une société politique où le débat,
malgré tout, c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on ne désespère pas, peut produire des résultats. Sur cette question-là, d'ailleurs, c'est assez intéressant, puisqu'on a vu l'opinion se retourner complètement avec un choc en extériorité, qui était effectivement ce qui s'est passé aux États-Unis. Même des militantes des droits des femmes disaient non, non, mais c'est pas la peine, de toute façon, ça n'arrivera pas. Ah merde, si ça arrive. Bon, alors là, on change de stratégie, et assez rapidement quand même. Ouais, il faut toujours être vigilant sur les acquis qui, en permanence, doivent être protégés, entretenus et sécurisés d'une certaine manière. Cécile, tu voulais aussi réagir sur ça? Oui, je voulais sur la deuxième question. Il n'est peut-être pas nécessaire que les médecins, les soignants ou les associatifs entrent en politique, mais il y a un outil que vous pouvez mobiliser en tant qu'acteur associatif, que les associations peuvent mobiliser, c'est le droit et c'est le contentieux. Je crois que, en fait, même si l'état de droit est attaqué, il tient encore, il est encore debout et il est encore efficace. Et on voit que quand des associations portent des contentieux, alors soit au niveau national devant le Conseil d'État, soit au niveau régional devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme, c'est un outil efficace. On a l'impression que c'est loin, que ça prend du temps. Et c'est vrai, ça prend du temps, ça demande un engagement, ça demande de l'argent, mais c'est un outil efficace. Et avoir des condamnations de l'État par le Conseil d'État ou par la CEDH, ça fait aussi progresser les droits et ça fait progresser les politiques sociales. Un exemple, dans cette loi Asile et Immigration qui, par ailleurs, contient... tout un tas de dispositions tout à fait catastrophiques. On a une disposition sur l'interdiction de rétention des mineurs. Et l'interdiction de rétention des mineurs, on peut dire merci à la Cour européenne des droits de l'homme, parce que la France a été condamnée plusieurs fois pour ça. Et c'est parce que la France a été condamnée, et c'est parce que l'état de droit a fonctionné, que dans une loi inique, on a quand même une disposition qui interdit la rétention des mineurs. Donc je crois que c'est un outil que vous pouvez mobiliser. Tu as raison de le rappeler, et c'est d'ailleurs la question de la judiciarisation est aujourd'hui au cœur de pratiques opérationnelles aussi de pas mal d'assauts, et peut-être pas assez, et on peut encore étendre cela. Peut-être on va prendre quelques dernières questions. Oui, merci. Vous avez parlé du Sénat, et déjà avant, lorsque vous disiez que vous était difficile de partager vos savoirs, je me posais la question du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. La troisième chambre, mal connue, mal reconnue. Quelle est votre analyse par rapport à ces possibilités d'action? Une autre question? C'est plutôt un commentaire de Clinique Billon, directeur d'opération France de Médecins du Monde, sur le contentieux. C'est vrai que c'est une arme intéressante, mais qu'il faut quand même utiliser avec précaution, parce que là, on voit qu'on gagne une fois sur deux, et même quand on gagne, parfois on perd. Donc il y a tout un enjeu quand même de bien préparer le dossier, d'être sûr de notre fait pour engager une action de contentieux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est vrai qu'on est un peu plus prudent qu'on l'a été à un moment donné, et peut-être aussi qu'en face de nous, les gens savent mieux manier les outils que nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Agnès. Merci. Un commentaire en complément de ce que disait Yannick. Donc moi, je suis acteur de terrain, je travaille à Nice, donc pas loin de Menton, pas loin de Vintimille. Sur la limite de l'état de droit, oui, on peut inscrire dans la loi des tas de choses, et c'est très bien. Mais après, il y a la différence entre la loi et l'application. La préfecture des Alpes-Maritimes a été condamnée je ne sais combien de fois pour des refus d'entrée illégaux, pour la rétention des mineurs continue tous les jours. Donc, là où je trouve, moi, au quotidien, une limite à l'état de droit, et bon, là, ce matin, il y avait des interventions sur l'accès aux soins, c'est exactement la même chose, c'est que même quand il y a du contentieux, même les DALO, les droits au logement, même quand il y a des condamnations, ça ne change rien. Ça ne change rien, la préfecture des Alpes-Maritimes. Enfin, sur ordre de la préfecture des Alpes-Maritimes, il continue d'y avoir des refus illégaux d'entrée sur le territoire tous les jours.
par dizaines. À Briançon, c'est pareil. Les Dallo, ils sont condamnés pour héberger les gens, mais de toute façon, il n'y a pas assez de logements sociaux, puisque là, la loi n'est pas respectée non plus par les communes des Alpes-Maritimes, la loi SRU. Donc les gens continuent de dormir dehors. Donc j'entends votre discours sur oui, grâce à nous, on a fait inscrire dans la loi. C'est bien. Le truc, c'est qu'il faudrait que la loi soit appliquée. Et une fois qu'elle n'est pas appliquée, qu'il y a des condamnations, jusqu'où on va pour qu'elle soit enfin appliquée? Est-ce que vous voulez... il y a des remarques, des questions. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes du CESE ici. Mais est-ce que vous voulez réagir à ces prises de parole? Juste sur la dernière prise. Oui, effectivement, je ne peux pas vous dire le contraire. Mais si on n'avait pas ça, si on n'avait pas, ce serait pire. Vous voyez, il faut essayer de tenir sur le minimum. Voilà. Après, oui, l'application. Moi, peut-être qu'il faudrait que les condamnations des départements et les non-applications de la loi s'accompagnent d'amendes particulièrement... Oui, mais voilà, après... D'un mot peut-être, effectivement, c'est assez intéressant au fond à vous écouter. Je me disais, mais oui, sur ces sujets-là, il y a encore quelques années, peut-être davantage que ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, on aurait parlé, et en particulier sur les migrants, de désobéissance civile, par exemple. C'est-à-dire d'associations qui se mettraient sciemment, mais consciencieusement, c'est-à-dire avec conscience et gravité et responsabilité à côté ou en tout cas en travers de la loi. C'est effectivement ce qu'au XVIIIe siècle on appelait la sûreté, c'est-à-dire que contrairement à la sécurité, la sûreté c'est ce qui assure la sécurité des citoyens s'il le faut contre l'État. Et aujourd'hui, parce que l'État de droit est attaqué, on défend plutôt les institutions, à la fois les institutions sociales et les institutions politiques et les institutions associatives et voilà et les institutions académiques. On défend plutôt les institutions et c'est assez intéressant en disant ben oui que chacun fasse son travail, etc. Ce qui à la fois dit quelque chose de notre désarroi, bien sûr qu'on a reculé, et en même temps il y a quand même si on a reculé, il y a quand même une ligne, encore une fois, une butée. On n'est pas dos au mur. Il y a quand même des institutions. L'État politique les malmène, il faut le dire. Et donc, je sais pas, on parle de science. Par exemple, le 7 décembre, le président de la République a voulu créer un nouveau conseil qui s'appelle le Conseil présidentiel pour la science. Et la plupart des gens ont dit bah non merci, non. Il y a suffisamment d'institutions comme ça. Elles sont représentatives. On a le CNU, on a le machin, les trucs. Nous, on investit Maintenant, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on investit les institutions. Voilà. Et à la limite, faut que les médecins fassent la même chose. Je sais pas, par exemple, avant. Moi, je suis suffisamment vieux pour avoir connu un monde avec des syndicats de policiers de gauche. Hein. Bah oui, mais ça changeait aussi. Ça veut dire que... Je savais pas que tu étais si âgé. Ah oui. Bah j'ai vécu sous Mitterrand, quoi. Bah oui, mais ça changeait tout. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui disaient, bah oui, je vais devenir commissaire de police parce qu'il n'y a pas de raison que... ouais. Et ça, c'est un sujet quand même. Hein. Marie-Caroline, dernière intervention parce qu'on va bientôt terminer. Et des jeunes primo-arrivants, enfants, qui, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard, qui vous disent qu'ils veulent être policiers, ça arrive aussi. Non, mais c'est vrai, et c'est pas pour rien. Pas historien? Ils disent pas qu'ils veulent être historiens? Non, ça moins. Mais en revanche, l'idée de l'ordre est intéressante. Juste pour répondre à votre question, en l'occurrence, le CESE fait partie des possibles interlocuteurs et on a fait plusieurs choses directement avec eux. Donc c'est voilà, maintenant sur la mission spécifique qu'on pourrait développer, je peux pas répondre plus que ça. Avec eux en tout cas. Voilà, je pense, et notamment après ce qui vient d'être dit,
qu'il y a quand même eu non pas une espèce de rigidification des institutions, c'est pas du tout ce que je voudrais dire, et notamment certainement pas de la recherche, qu'au contraire, il y a probablement aujourd'hui beaucoup plus de passerelles avec d'autres mondes, en tout cas quand il s'agit de la migration, ça je le vois, je le constate, et je pense que la question de la désobéissance civile, elle est en fait très présente. Par exemple, elle est au cœur de nos activités au quotidien. Je pense. Et par exemple, quand je vois ce qui s'est passé autour de l'AME et ce qui va probablement se passer, quand je vois aujourd'hui dans un hôpital, je travaille dans un hôpital public, l'hôpital Avicenne, où on nous a mis partout, vous devez prendre sur tous les secrétariats, demandez les papiers aux personnes, etc., etc. On a mis des pots de fleurs sur ces papiers. Je veux dire, tout le monde s'en fiche. On prend, enfin, je veux dire, dans un hôpital comme celui-là, on prend la personne qui arrive. Point. Le serment d'Hippocrate fait bien plus fonctionne bien plus que tout ce qu'on viendra nous dire. Je pense que s'il y avait une aggravation autour des questions de l'AME, on a bien vu la réaction des soignants qui a été radicale, ou bien sur la question du droit au séjour pour étrangers malades, ou bien sur un certain nombre de choses qui sont déjà largement débattues. Je pense qu'on est à un moment... Oui, mais je me suis mal fait comprendre. Justement, on ne la discute plus, on la pratique. Je pense qu'on la pratique. C'est fait maintenant. Voilà. C'est-à-dire que c'est fait. Et finalement, on vient de discuter beaucoup du droit, et effectivement, d'un droit qui lorsqu'il n'est pas appliqué, du coup, à quoi bon? Enfin, moi, je trouve qu'on vit continuellement cette espèce d'épuisement. Alors, des machines qui tournent à vide, finalement, hein, puisque tout ça part en contentieux, éventuellement, on a gain de cause, mais alors après, c'est même pas expliqué. Et puis c'est pas un an qui est passé, c'est 5 ans, 6 ans, 7 ans, enfin, voilà. Mais j'ai envie de dire, la réalité, elle nous dit autre chose, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui continuent à se battre, et puis à faire leur travail, et puis de l'autre côté, une présence concrète d'une très grande partie de la population. On a fait quoi, 130 000 de demandes d'expulsion l'année dernière. Il n'y en a même pas 10 000 qui sont appliquées. Bon, bah, ça devient, ça devient, comme tu disais tout à l'heure, une espèce de machine. Oui, il y a des machinistes. Qui sont peut-être pas les bons aujourd'hui, en tout cas très hors sol, mais il y a une autre société qui avance dans cette adversité et qui est prête à réagir quand même lorsque l'entorse devient inhumaine. Dernière intervention, Florence. Alors, merci. En fait, j'allais parler de la mobilisation autour de l'AME, donc je ne vais pas reprendre parce que c'était parfaitement fait, et beaucoup mieux que je ne le ferais. Ce qui me vient aussi, c'est... en guise, c'est pas d'espoir, c'est qu'en fait il y a une résistance de l'intérieur et ça fait des années en fait que moi j'ai essayé de réfléchir à ça, c'est d'avoir les alliés dedans dans certaines institutions. C'est pas toujours facile à trouver, mais on sait qu'il y a des gens qui sont choqués, donc c'est ça. Et c'est d'autant plus précieux quand on est à un tournant où on sent que effectivement il y a des blocages, ça devient dur, donc il y a du réseautage aussi qui se met en place et on sait aussi qu'il y a tout un tas de collectifs activistes, militants qui seront là. Alors nous, Médecins du Monde, on en croise. Il y a ce qu'on fait publiquement, il y a ce qu'on fait peut-être différemment et moins public pour continuer à soutenir et pour être prêt aussi, je dirais, continuer à accompagner et soutenir les personnes qui prennent en pleine face ces dénis de leurs droits fondamentaux, avec parfois un sentiment d'impuissance, mais en tout cas, on ne les abandonne pas. Et ça, moi, je pense que c'est aussi précieux parce que on est sur des temps longs, mais en tout cas, je dirais qu'on aura fait cette partie-là sans résoudre toutes les situations individuelles, mais pour pas abandonner ces segments essentiels en termes de droits des personnes, d'accès, enfin, comme vous l'avez parfaitement dit. Et je pense qu'il y a vraiment de la mobilisation qui est en place. Hein. Ok, est-ce que vous voulez faire une dernière intervention ou c'est bon pour vous? Bon. Ok, Cécile, Marie-Caroline, Patrick, merci infiniment. Bravo à vous. Merci pour les questions. On va faire une petite pause et puis il y aura une intervention en anglais sur la dernière table ronde, donc n'hésitez pas à prendre des casques pour ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup et à bientôt.